Donc j'ai le plaisir d'introduire notre cher ami, Dr Zouheir Souissi, qui va nous traiter un sujet qui s'intitule Les effets respiratoires des produits du tabac émergents. À vous la parole. Merci, cher ami. Donc, je voudrais tout d'abord remercier le comité scientifique, le comité d'organisation de m'avoir permis de parler de cette thématique. Et de cette thématique qui est intéressante, qui commence à prendre de l'ampleur actuellement, qui se précise au fil du temps. Les effets respiratoires des nouveaux modes de tabac. Donc là, vous avez remarqué que dans le titre, on parle de combustion, mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas des dégâts que donne la combustion, il y a également des dégâts dans la pyrolyse. Donc en fait, le tabac, c'est toujours la principale cause. Est-ce que je peux avoir un micro? Le tabac, c'est l'une des... Donc le tabac, c'est l'une des principales causes évitables de décès dans le monde. La réduction de la prévalence du tabagisme, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la santé respiratoire de nos patients. Et que le taux de sevrage actuellement ne dépasse pas les 25% avec une bonne prise en charge de sevrage tabagique. Et nous assistons actuellement à une transformation du marché du tabac avec l'émergence de nouveaux produits du tabac et une croissance rapide du marché qui est actuellement pris en charge par l'industrie du tabac. L'industrie du tabac vante ces nouveaux produits comme des produits qui ont des alternatives qui sont à risque réduit pour les fumeurs. Alors ce contexte s'inscrit dans un nouveau contexte. C'est le fait qu'il y a les méfaits du tabac actuellement sont mieux compris, ils sont connus, que les mesures du tabac qu'ils ont appliquées un peu partout dans le monde ont permis de diminuer largement la consommation tabagique dans le monde et à changer les comportements des consommateurs. Et ceci a fait que l'industrie du tabac a réagi pour pouvoir conserver son marché, son business. Donc elle a investi, elle a développé, elle a commercialisé de nouveaux produits actuellement dont on va parler aujourd'hui. Alors, quels sont ces produits? En fait, pour cette conférence, on va juste parler des produits qui sont inhalés parce que c'est surtout ceux-là qui ont une action respiratoire. Mais sinon, pour rappeler ça, c'est surtout les cigarettes électroniques, il y a les produits de tabac chauffé, il y a les sachets de nicotine qui sont commercialisés, mais on ne va pas parler de ça au cours de cette conférence. Les cigarettes électroniques, c'est des cigarettes qui reproduisent un peu ce qu'on ressent quand on fume une cigarette. C'est des dispositifs qui contiennent un liquide qui va, en chauffant, libérer un aérosol qui va contenir la dégradation de propylène-glycol, de la glycérine végétale et parfois des arômes. Cette cigarette peut contenir ou non de la nicotine. Le plus grave, c'est la présence de nouveaux modes de cigarettes électroniques qui sont actuellement commercialisés, qui contiennent plutôt des sels de nicotine qui ont une concentration plus importante en nicotine. C'est les puff bars qui sont jetables, qui ont cette couleur de fluorescente que nos enfants peuvent garder dans leur trousse et qui peuvent avoir une autonomie qui peut aller jusqu'à 600 à 1500 bouffées dans chaque puff bar. C'est l'équivalent de 35 à 70 cigarettes. À part ça, il y a les Juul, c'est également des sels de nicotine qui contiennent jusqu'à 5% de nicotine, avec un taux de nicotine plus important que les cigarettes classiques. Et donc nos enfants peuvent, rien qu'avec un seul pod, peuvent en fumer plusieurs par jour. Et c'est actuellement un fléau en Europe et en Occident. Le tabac chauffé, c'est autre chose. En fait, ce n'est pas un liquide qu'on va chauffer, mais c'est plutôt le même tabac qu'on retrouve dans les cigarettes classiques. C'est des micro-cigarettes, enfin des micro-cigarettes, c'est des petites cigarettes qui contiennent un fil métallique qu'on va chauffer par induction électromagnétique
pour le porter à une température de 350 degrés. Ce chauffage, comparé à la combustion d'une cigarette qui est de 800 à 900 degrés de combustion, va libérer de la nicotine et des gaz toxiques qui sont présents dans la cigarette conventionnelle. On parle actuellement de phénomène de pyrolyse qui survient à partir d'une température qui dépasse les 250 degrés, tant que ce dispositif est porté à une température de 350 degrés. Ceci a été prouvé par les études. Actuellement, c'est un marché en pleine expansion et son chiffre d'affaires a doublé depuis 2014 jusqu'à 2021. Alors, ces cigarettes électroniques, qu'est-ce qu'elles contiennent et quel impact sur la santé respiratoire? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils contiennent du glycérol, du propylène glycol, de l'eau et de la nicotine. Ils peuvent contenir des arômes. Les arômes, on le retrouve dans les yaourts, dans les produits comestibles, mais sauf que ces arômes ont des certificats d'innocuité, mais à utiliser en les consommant. Il n'y a pas vraiment d'études actuellement qui montrent que ces arômes n'ont pas d'impact sur le plan respiratoire. Donc il faut éviter que ces gens-là vous disent que c'est des arômes qui n'ont aucune gravité. À part cela, nous avons démontré par des études toxicologiques la présence d'autres composés dangereux tels que les métaux lourds, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés organiques volatiles, des composés carbonylés cancérigènes et les nitrosamines également spécifiques du tabac. Il faut savoir que l'étiquetage n'est pas toujours transparent parce que vous pouvez avoir des cigarettes sans nicotine mais qui contiennent la nicotine. Vous pouvez avoir des cigarettes avec un taux de nicotine affiché dans l'étiquette puis qui ne correspond pas vraiment à la teneur exacte dans la cigarette électronique. Et que cette toxicité est également majorée par le niveau de voltage de la bactérie. Vous avez de nouveaux procédés avec des bactéries avec lesquelles on peut augmenter le voltage de la bactérie. Plus on augmente le voltage, plus on augmente la température et plus on fait dégager des toxiques. Alors, quels sont ces toxiques présents dans la cigarette électronique? Bien sûr, la nicotine, on peut la considérer comme toxique parce que c'est elle qui entretient l'addiction à la nicotine et au tabac. Donc, bien sûr qu'il y a plusieurs particules. Il y a des particules fines de 2,5 dont on a parlé hier soir. Et ces particules fines qui vont partir vers les poumons profonds sont présentes jusqu'à 3000 fois dans les cigarettes électroniques que dans l'air ambiant. Les métaux également sont présents. Certains dépassent les concentrations des cigarettes classiques. Alors nous avons le nickel qui est présent jusqu'à 100 fois en teneur que dans la cigarette classique. On a l'argent, on a l'aluminium, c'est des produits qui proviennent de la cigarette elle-même parce qu'elle contient du métal. On a les nitrosamines, leurs concentrations sont bien sûr inférieures à la fumée du tabac, mais sont quand même présents à des faibles concentrations. D'autres toxiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, benzopyrène, avec des niveaux qui sont variables selon les études. Nous avons des composés organiques volatiles et des composés carbonylés, formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine. C'est des produits qui sont cancérigènes, potentiels pour l'homme, qui ont détecté dans plusieurs études. Les niveaux également, même dans les cigarettes électroniques sans nicotine, ils sont également présents. Alors, les puff bars, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les puff bars constituent actuellement une menace. Actuellement, en France, on les a interdits pour éviter que nos enfants puissent avoir accès à cela. Les puff bars contiennent des concentrations de nicotine plus élevées qu'une cigarette normale. Ils contiennent de 40 à 52 mg par millilitre et sont largement supérieurs à ceux retrouvés dans les cigarettes classiques, conventionnelles. Nous avons également des composés aromatiques. Dans cette étude, elle a pu démontrer 126 composés aromatiques identifiés, dont 16 à des concentrations supérieures à 1 mg par millilitre. Et nous avons également des concentrations plus élevées que des produits comestibles. Et il n'y a aucune preuve de leur innocuité en inhalation. À part cela, nous avons des agents de refroidissement qui sont synthétiques, présents à des concentrations dépassant de loin les niveaux recommandés pour les produits comestibles et cosmétiques. Nous avons actuellement, pour les cigarettes électroniques, des données in vitro, des données animales et des données humaines. Les données in vitro ont pu démontrer la présence d'une sous-toxicité qui est confirmée
sauf que la viabilité cellulaire reste 5 fois plus élevée qu'avec la cigarette conventionnelle. Les études ont pu également démontrer un stress oxydatif et de l'inflammation, ces effets similaires à la cigarette avec la libération de cytokines pro-inflammatoires IL-6. Les études ont montré qu'il y a des altérations génétiques avec un profil d'expression génique similaire au tabac et des cassures des brins de l'ADN également. Nous avons également pu trouver des effets métaboliques et vasculaires qui sont similaires au tabac avec la présence d'agrégation plaquettaire accrue, sauf que cette fois-ci je vais parler que de la respiration, mais sinon il y a plein d'autres dont je n'ai pas parlé parce que le sujet de cette conférence c'est surtout les effets et l'impact respiratoire. Sinon vous avez un risque infectieux parce que ça favorise les infections à rhinovirus et autres virus. Sur les études expérimentales humaines, nous avons démontré que le vapotage induit une infiltration par les cellules inflammatoires et les cytokines pro-inflammatoires, une augmentation du stress oxydatif, une inflammation des voies aériennes avec une augmentation des périactivités bronchiques chez les patients normaux et chez les patients qui sont atteints de BPCO et asthmatiques. Ça majore le risque infectieux et une mortalité qui est induite par les virus chez les rats dans les études expérimentales. On a pu également démontrer chez les cobayes l'altération de la croissance pulmonaire. Cette altération se fait au cours de l'exposition prénatale et postnatale précoce. Maintenant, on va parler des données expérimentales humaines qui sont disponibles. Nous avons montré qu'il y a une augmentation de la résistance des voies respiratoires avec une diminution de leur conductance. Ceci est similaire à celui qui est retrouvé dans le tabagisme traditionnel. Le vapotage peut également causer une obstruction immédiate des voies aériennes chez les sujets sains comme chez les sujets asthmatiques ou souffrant de BPCO, mais cela même lorsque la spirométrie et l'étude fonctionnelle respiratoire semblent normales. Les effets négatifs sur la fonction pulmonaire semblent être moins prononcés qu'avec le tabagisme traditionnel, mais restent toujours significatifs. Alors, les préoccupations par rapport à cela, c'est en fait la présence de particules à l'échelle nanométrique actuellement, à des niveaux qui sont détectables dans de nombreux matériaux toxiques différents. Nous avons également pu trouver du diacétyl qui est responsable du poumon de popcorn, des pneumopathies organisées et qui peuvent conduire les patients vers les milieux de réanimation. Nous avons pu démontrer la présence de cytotoxicité, de stress oxydatif et d'inflammation dans la plupart des études in vitro. Une dérégulation de l'expression génétique avec rupture des brins ADN, etc. Donc nous pouvons conclure à cela que la cigarette électronique n'est pas dénuée de risques et peut engendrer pas mal de problèmes respiratoires. Le tabac chauffé maintenant, on va reprendre un peu ce qu'on a dit pour la cigarette électronique. Le tabac chauffé, c'est un dispositif qui chauffe des bâtonnets de cigarettes avec une lame métallique au milieu qui va être chauffée par induction électromagnétique, et cette température à 350 degrés va libérer les mêmes produits qu'on retrouve en fait dans la cigarette classique. La majorité des études sur les substances chimiques contenues dans les émissions du tabac chauffé proviennent de l'industrie du tabac. C'est ça vraiment le problème. Et ce chiffre de 95% de moins, c'est un chiffre qui a été toujours repris par l'industrie du tabac et relayé dans les réseaux sociaux et dans les experts qui sont payés par l'industrie du tabac. Il existe actuellement suffisamment de recherches indépendantes qui permettent de fournir des informations sur les substances chimiques présentes dans ces émissions de tabac chauffé. Alors, les émissions du produit tabac chauffé devraient être considérées comme de la fumée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de pyrolyse. Et ce phénomène de pyrolyse, il est observé à partir de 350 degrés. Pourquoi on peut le considérer que ce n'est pas le chauffage, mais plutôt la combustion? Parce qu'on avait trouvé des traces de monoxyde de carbone dans l'aérosol du tabac chauffé. Donc qui dit monoxyde de carbone dit qu'il y a quand même combustion. Nous avons également trouvé du carbone noir dans l'émission de l'IQOS, donc ça signifie qu'il y a eu quand même combustion. Et également la présence de goudron. Il faut imaginer comme si vous avez mis du pain dans un grille-pain et vous avez laissé du temps. Le grille-pain ne va pas brûler le pain, mais plutôt, si vous gardez longtemps, vous allez sortir votre pain complètement noir parce qu'il a été grillé. Alors, la présence de carbonisation, de pyrolyse, de présence de monoxyde de carbone, donc, prouve que l'appareil brûle le tabac, mais pas le chauffer, d'après cette étude. Alors, quels sont les toxiques qu'on a pu
retrouver dans le tabac chauffé la nicotine, bien sûr. Les utilisateurs de tabac chauffé absorbent des quantités de nicotine qui sont similaires à celles retrouvées dans la fumée de cigarette. On retrouve les goudrons, une quantité considérable, proche à celles qui sont produites par les cigarettes conventionnelles. Le monoxyde de carbone également, il est présent à des niveaux qui sont certes inférieurs jusqu'à 1/6 par rapport aux cigarettes classiques. On retrouve les nitrosamines spécifiques au tabac et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais peut-être à des niveaux qui sont moins faibles. Mais le risque zéro n'existe pas parce qu'il s'agit de toxiques et l'impact de ces toxiques se fait à l'échelle cellulaire. Donc si on va avoir un développement de cancer, c'est plutôt par l'accumulation de ces toxiques dans une cellule qui va être dénaturée et on va avoir l'apparition d'un cancer. Alors, les autres toxiques, nous avons les aldéhydes qui sont produits de la décomposition thermique à des températures plus basses. Les autres produits toxiques qu'on retrouve également, il y a des produits qu'on a pu démontrer dans les émissions de tabac chauffé qui sont plus faibles que dans les concentrations, c'est-à-dire qui sont plus élevés que ce qu'on a retrouvé dans les cigarettes conventionnelles. Les arômes, les particules fines, et on a pu également, par le biais des biomarqueurs, trouver qu'il y a présence de ces toxiques dans les urines et des patients qui fument des cigarettes électroniques. Donc en fait, le poison, qu'il soit concentré ou qu'il soit dilué, reste toujours toxique. Le tabac chauffé n'est donc pas une alternative sûre pour l'arrêt du tabac. Alors, la toxicité, c'est surtout le potentiel additif, parce qu'on ne peut pas se baser de cela pour arrêter de fumer, parce qu'on va rester addict. Parce que le fait, vous remarquez, c'est comme les cigarettes normales, quand vous allez fumer, vous allez avoir votre taux de nicotine augmenter en zigzag à chaque fois où vous allez, parce que le fait de fumer va augmenter votre pic de nicotine émis de façon importante, puis il va chuter, vous êtes amené à prendre une autre cigarette et ça va continuer comme ça. Et donc ceci va amener le cerveau à produire de nouveaux récepteurs à la nicotine et donc ça va entretenir la dépendance. Donc le meilleur moyen, c'est de pouvoir arrêter par les substituts nicotiniques. Bien sûr, avec le risque cancérigène qui a été déjà démontré. Les conséquences, il faut savoir que sur les 79 études qui ont été faites sans conflit d'intérêt, ils ont pu évaluer les effets des cigarettes électroniques et tabac chauffé sur le système respiratoire. Ils ont pu prouver que le tabac chauffé est impliqué dans les dommages liés aux maladies pulmonaires, qu'il y a suffisamment de preuves pour considérer que le tabac chauffé est un problème de santé publique émergent et qui nécessite une réglementation. Voilà cette étude-là. Donc la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a un impact cellulaire aussi nocif que les cigarettes et que l'utilisation à long terme d'un produit de tabac chauffé était associée à une fonction endothéliale réduite, à une augmentation du stress oxydatif et de l'activation plaquettaire. On assiste actuellement à une désinformation importante qui est véhiculée par l'industrie du tabac pour pouvoir prouver que le tabac chauffé est dénué de risque. Sauf que nous avons besoin d'indépendance en matière de recherche, des études qui ne sont pas financées par l'industrie du tabac et qui va permettre d'avoir mieux voir par rapport à l'impact du tabac chauffé sur la santé publique. Donc il est établi actuellement que le tabac chauffé est considérablement plus nocif que la cigarette électronique. C'est-à-dire quand on compare les trois, il est plus nocif, mais sauf que le risque zéro n'existe plus. Alors maintenant, pour finir, on va parler quel est l'apport dans le sevrage tabagique, parce que c'est pour cette raison qu'on avait introduit ces deux produits. En fait, pour la cigarette électronique, ça n'a pas été encore prouvé, comme a dit tout à l'heure Serafif. Donc, je vous propose la revue Cochrane 2025 qui dit que sur cette étude-là, ils ont eu du mal à trouver des études parce que sur les 90 études qui ont été utilisées, 10 seulement ont été jugées à faible risque de biais. Sur ces 10, ils disent que le fait de combiner les cigarettes électroniques à nicotine avec les substituts nicotiniques pourrait potentiellement conduire et donnerait mieux que les substituts nicotiniques seulement, sauf que dans la prolongation de l'étude, ils ont découvert que les patients n'ont pas arrêté les cigarettes électroniques jusqu'à 80% par la suite et continuent toujours et avec un risque de devenir fumeur double de cigarettes classiques et cigarettes électroniques. Donc,
Est-ce que c'est un outil de sevrage? Non, en fait, parce que c'est une insuffisance d'études de haute qualité. Cependant, si on veut les utiliser, il faut un accompagnement médical approprié. Pour le tabac chauffé, aucune étude n'a porté sur le sevrage tabagique actuellement, même celles qui sont financées par les compagnies de tabac. Les utilisateurs du tabac chauffé sont moins exposés aux toxiques que les fumeurs de cigarettes. Nous avons besoin de recherches qui sont financées de manière indépendante pour le juger. Alors pour conclure, les produits du tabac émergents actuellement, cigarettes électroniques ou tabac chauffé, présentent des risques significatifs pour la santé respiratoire. Nous avons de fausses promesses de réduction de risques avec une absence de preuves solides, avec une désinformation importante du conflit d'intérêts qui sont notables. Les bénéfices dans le sevrage restent toujours à confirmer et la priorité reste toujours la prévention et la réglementation de ce nouveau mode de tabac sans fumée et la promotion de l'arrêt total conformément aux objectifs de l'OMS. Et je vous remercie. Donc je remercie notre ami Zouheir Soussi pour son exposé clair. Et c'est un sujet qui est très intéressant, qui est vraiment en progression. Et on a besoin vraiment de ce sujet, puisque quand on concerne les patients d'arrêter de fumer, ils prennent comme prétexte qu'ils ont soit la cigarette électronique, soit le tabac chauffé. Mais on doit être armé pour quand même convaincre les patients que c'est quand même sont toujours des produits toxiques. Donc sans trop tarder, je passe la parole à la salle pour s'il y a des questions. Alors, nous avons le temps pour 3 questions rapides et des réponses rapides, s'il vous plaît, parce qu'il faut être dans les normes du temps. Ferdows, micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr Soussi, pour ta brillante présentation. Ma question, on est des pneumologues. On croyait à tort à un certain moment que la cigarette électronique est un moyen de sévrage tabagique. Comme tu as très bien expliqué, ce n'est pas le cas. Quel remède à nos patients? Tout en sachant la BPCO, le premier traitement est le sévrage tabagique. Au Maroc, on n'a pas les patchs. Comment on va faire? Merci. Je vous rappelle d'abord que même le conseil minimum est important. Quand vous allez avoir patient, est-ce que vous êtes adressé à vos patients pour leur dire est-ce que vous fumez, vous voulez arrêter de fumer? Ça c'est important de le rappeler à chaque fois, à chaque consultation. Mais pour cela, c'est vrai qu'il y a un souci. Nous aussi, par exemple, les substituts nicotiniques ne sont pas présents dans les officines. Ils sont présents dans les consultations de sevrage tabagique. Mais on peut toujours demander aux patients de les acheter, de les avoir de l'extérieur. Mais sinon, même... mais c'est vrai que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand vous allez fumer une cigarette électronique ou du tabac chauffé, vous n'allez pas résoudre le problème de sevrage. Parce que vous allez avoir de la nicotine qui va monter de la même façon qu'une cigarette classique. Et en fin de journée, vous allez avoir une nicotinémie qui dépasse celle initiale de la journée. Et donc, vous n'avez pas... C'est-à-dire que cela va amener à avoir plus de récepteurs. Et le fait d'avoir plus de récepteurs, pour avoir un sevrage, il faut des substituts nicotiniques qui vont donner une concentration de nicotine stable dans la journée. Ceci va amener le cerveau à limiter, à réduire le nombre de récepteurs dans le cerveau. Donc ça va agir sur l'addiction. C'est-à-dire qu'avec cela, nous n'allons pas arrêter l'addiction de nos patients. Mais on va entretenir plutôt. C'est Ibrahimi. Oui. Bonjour. Tu connais ma position, Zouheir, sur la cigarette électronique et je rebondis sur la question de Ferdows. La cigarette électronique nous a réglé pas mal de problèmes. Et la cigarette électronique, en tout cas pour un praticien libéral, est un moyen de sevrage tabagique. Maintenant qu'il y ait des risques qui ne sont pas encore confirmés aujourd'hui, ne veut pas dire qu'il y aurait des risques dans 30 ans. Mais qui ne dirait pas qu'il n'y aurait pas de risque prochainement. Mais le problème, c'est que tu es devant un malade qui a essayé des moyens de sevrage tabagique type substitut nicotinique et qui l'a essayé plusieurs fois et qui n'a jamais réussi à arrêter de fumer, qu'alors qu'avec la cigarette électronique, tu as quand même une proportion de gens qui ont arrêté de fumer de façon définitive, qui ont réduit leur nicotine et qui actuellement vapotent sans nicotine. Tu peux avoir du vapotage sans nicotine. Donc c'est un moyen de sevrage tabagique. Et je pense que c'est le moyen le plus pratique
pour la consultation du pneumologue. Parce qu'auparavant, les malades étaient sous antidépresseurs, ils étaient sous substituts cliniques. Il arrivait en consultation pleurant, déprimé. Qu'avec la cigarette électronique, tu n'as plus ce profil de patients qui veulent arrêter et qui veulent sevrer. Donc, je suis pour la cigarette électronique et je pense qu'elle a sa place. Le tabac chauffé aussi sa place. Moins de risques, même s'il y a des cancérigènes que tu as notés sur des diapos, mais de toutes les façons, il y a beaucoup moins. Alors, tu vas me dire, moins de constitution, peut-être que ce n'est pas suffisant pour ne pas avoir les effets qu'on a dans la cigarette traditionnelle. D'accord, mais ce n'est pas prouvé. Donc on reste sur peut-être, et tu as quand même, j'ai l'impression sur ta diapo que tu as modifié ta position, qu'auparavant tu ne voulais pas entendre parler de cigarettes électroniques et du tabac chauffé, qu'actuellement j'ai l'impression que tu optes beaucoup plus pour la cigarette électronique que pour le tabac chauffé. En fait je garde toujours ma même position. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a mis une vingtaine, mais plus d'années pour attendre, savoir que le tabac classique donnait du cancer, donnait des pathologies vasculaires, donnait tout ce qu'il donnait actuellement. Ce qu'on a fait actuellement avec la cigarette électronique tabac chauffé, c'est qu'on était parti faire des études in vitro, faire des études chez les animaux. Et on a découvert ceci, c'est-à-dire si jamais tu découvres que ça donne une cytotoxicité, que ça doit modifier l'ADN et que ça entraîne, qu'on trouve des traces de nitrosamine, on trouve des composés carbonylés dans le poumon, c'est qu'il y a un risque. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il faut traiter le problème de sevrage par les moyens qui sont validés scientifiquement. Ce qui est validé scientifiquement, d'ailleurs, la dernière méta-analyse de janvier 2025, elle n'a pas pu prouver que les cigarettes électroniques sont efficaces. Vous avez 90 études qui ont été sélectionnées. Sur les 90, 10 seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence de l'industrie du tabac qui est derrière, qui veut toujours prouver, qui veut toujours respecter et garder son marché. Donc, le problème, je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas sevrer un patient avec des taux avec de la nicotine. Tu peux sevrer qu'avec des faibles taux de nicotine qui sont constants dans la journée. Tu fumes une cigarette classique ou une cigarette électronique ou du tabac chauffé, c'est comme tu as fumé de la cigarette normale. C'est parce que tu vas avoir des taux de nicotine qui vont augmenter plusieurs fois et tu vas avoir tendance à augmenter ta nicotine. C'est l'équivalent de ce qu'on a dans la cigarette. Donc, tu peux t'aider. C'est vrai que tu as dit que j'ai changé, mais ce n'est pas changé. Mais parce que de la dernière méta-analyse dit que les cigarettes électroniques associées aux substituts nicotiniques, ils n'ont pas dit que tout seuls, peuvent aider, mais ils ont rajouté la mention qu'il faudra un accompagnement par un médecin tabacologue. Tu ne peux pas écrire sur une ordonnance, prendre la cigarette électronique ou du tabac chauffé à un patient et tu la laisses dans la nature. Non, il ne va pas arrêter. En plus, l'autre problème, c'est qu'on a remarqué que dans le monde, actuellement, il y a une flambée de la cigarette électronique chez les jeunes. Et pourquoi? Parce que l'industrie du tabac aimerait bien récupérer ces jeunes-là qui vont devenir prochainement des fumeurs du tabac. Et donc, c'est ça le dilemme, en fait. C'est vrai que chez nous, le seul handicap que nous avons, c'est l'absence de substituts nicotiniques. Mais sinon, vous avez les autres produits, vous avez le bupropion, vous avez d'autres que vous pouvez utiliser et vous pouvez demander à vos patients d'acheter des médicaments. Merci Zouhair, mais c'est plus une remarque que je vais faire qu'une question à M. Zouhair Swissi. Je pense que nous négligeons un volet très important quant au sevrage tabagique, c'est le volet de la prévention. Parce que quand on a un patient addict qui a une addiction, et on sait très bien que le principal du travail se fait sur la thérapie cognitivo-comportementale et qu'il faut comprendre le comportement addictif, c'est prendre le problème à sa base, en fait. Pourquoi ces jeunes fument tous ces types de tabagisme? Que ce soit la cigarette électronique avec toutes ces présentations, le narguilé, le tabac normal, le cannabis et tout ce qu'on dispose dans nos sociétés. Il faut comprendre le comportement. Ce sont des jeunes qui ont des vies, quelque sorte, vides, qui n'ont plus d'activité artistique, sportive ou autre chose. C'est ce qui explique qu'il faut quand même qu'on vise notre travail sur la prévention, avant d'avoir des patients addicts qui vont être vraiment difficiles à sevrer. Merci beaucoup. Merci. C'est Aziz Bakhatar. S'il vous plaît. Merci Zouhair.
pour tes explications. Je dois répondre à Mohamed Ibrahim, qui je veux dire. Alors, j'étais obligé de faire une intervention à la télé marocaine il y a 3 ou 4 jours pour parler des dangers de la cigarette électronique. Le danger, ça vient des jeunes. C'est la meilleure façon d'initier le jeune à apprendre à fumer toutes les autres cigarettes et à prendre toutes les drogues. Le deuxième danger de la cigarette électronique, c'est qu'actuellement, dans sa 7e génération, il est ouverte. C'est-à-dire que le gars, il peut mettre tout ce qu'il veut. Toutes les drogues, on peut les mettre maintenant. Et ça chauffe. Au début, on ne peut pas augmenter la température de la cigarette électronique. Tu l'as bien montré. On peut maintenant l'augmenter à 250 degrés. Et c'est de là que ça vient le danger. Maintenant, parler d'un patient ou deux, je veux bien. Mais sur le plan recommandation internationale, il n'y a aucun pays dans le monde qui recommande la cigarette électronique comme moyen de sevrage, sauf la Grande-Bretagne, parce que c'est eux qui fabriquent la plus grande partie de la cigarette électronique vendue dans le monde. Merci. Et même la Grande-Bretagne, actuellement, elle a fait marche arrière. Il y a pas mal de lois qui sont contre cela. Merci à vous. C'était un plaisir de présenter cette conférence. Merci, c'est Zuhair. Merci. Je dois rendre le micro.